Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pendant qu'une partie des agriculteurs termine les semis d'automne et les récoltes de betteraves, l'Europe, elle, travaille déjà depuis 2 ans à beaucoup de choses nous concernant, le monde agricole, mais aussi les citoyens. Alors il est clair qu'il y a toujours un décalage entre nos réalités et les objectifs et les vœux annoncés par l'Europe. Donc à la sortie de la COP26, on a pu voir qu'il n'y avait pas de grandes ambitions, malheureusement. Mais au niveau européen, c'est complètement l'inverse, puisque donc il y a la volonté d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2050, avec un palier intermédiaire en 2030, avec une réduction de 50 à 60% des gaz à effet de serre. Alors ça, c'est pas rien. Même si l'agriculture européenne est un exemple dans le monde, puisque ces 10 dernières années, elle a pu réduire de plus de 20% ses émissions. En tout cas, c'est ce qui nous est annoncé par la Commission européenne. Alors cette stratégie, elle a 3 axes principaux, je vais faire assez simple. 50% de réduction des produits phytosanitaires et dans un second temps, une réduction très très forte des engrais. Donc ça ne sera pas sans impact, sans perte de fertilité. En tout cas, c'est ce qui est annoncé au niveau des sols et de la production. La deuxième chose, c'est 10% du territoire européen qui reviendrait à un état naturel. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Et dans un second temps, donc 25% du territoire européen de terres cultivées qui soit basculé vers l'agriculture biologique. Alors c'est pas anodin parce que ça représente quand même beaucoup de choses, en sachant que chacun de ces 3 critères a des impacts qui ont déjà été parfois mesurés, et puis d'autres où c'est un peu l'inconnu, et des objectifs sont très contradictoires. Alors la première chose, c'est la réduction de 50 à 60% des gaz à effet de serre, dont les phytos font partie, et dont les engrais sont un volet important à venir et qui doit s'écrire là dans les années à venir. Alors il y a 2 choses, il y a la partie européenne, fonctionnement européen, donc avec les grands axes de la Commission, et puis il y a ce qui va concerner plus particulièrement les agriculteurs, avec la politique agricole commune qui entame une nouvelle période 2021-2027, où là, il va falloir que chaque État fasse des propositions à la Commission, qui déjà a évalué des pistes pour atteindre l'ensemble de ces objectifs. Alors c'est pas rien, puisque finalement 50% de réduction des phytos, ça c'est un vœu qui existe déjà depuis plusieurs années au niveau national, qui se met en place plutôt de manière forcée. On aura l'occasion de refaire une vidéo avec Mathieu sur vraiment ce qui concrètement touche les agriculteurs nationaux, donc les agriculteurs français, avec d'énormes contraintes et des gros changements réglementaires qui finalement ont des impacts d'élimination pure et simple des produits. Donc les agriculteurs sont laissés sans solution. Ça c'est la première des choses. Et c'est la même chose en agriculture biologique où finalement ils se retrouvent aussi dans certaines impasses techniques, puisque le vœu d'emmener les gens vers telle ou telle technique, ce serait bien de le faire aussi avec déjà des outils pour pouvoir bien le faire et qu'il n'y ait pas de conséquences sur les agriculteurs. Alors la réduction des gaz à effet de serre, il y a plusieurs axes, c'est favoriser la biodiversité, capter du carbone, donc inciter par des mesures à tout ce qui peut participer au stockage de carbone, comme on en a déjà parlé. Donc notamment le gros axe énergétique, avec la méthanisation et le développement du solaire. Donc ça, c'est l'axe européen pour les 30 années à venir. Et le paradoxe, c'est qu'en favorisant la méthanisation et le solaire, en même temps, paradoxalement, la Commission européenne envisage l'élimination pure et simple progressive des biocarburants d'ici 2030. L'argument, c'est que ça présente un risque élevé de changement d'utilisation des terres. Alors là, on se moque carrément du monde, comme si la méthanisation ne modifiait pas l'orientation des terres, dans un contexte où les Français subissent les hausses de tarifs importantes, avec une taxation inégalée dans le monde, et où les gens se rabattent de plus en plus vers le E10, notamment donc le biocarburant issu de la betterave, et qui permet justement de limiter les impacts des coûts actuellement des produits pétroliers. Donc ça, c'est une des inconnues. On verra comment nationalement ces choses-là vont être évaluées. Le retour à 10% des terres naturelles. Alors là, pour l'instant, c'est beaucoup d'inconnus, c'est-à-dire plus de bandes enherbées, les bosquets, les haies. Donc ça, c'est plutôt positif sur l'aspect de se dire, bah oui, quelque part, pourquoi pas, en sachant qu'aujourd'hui, il y a des aides nationales dans le plan de relance pour aider les agriculteurs à réimplanter des haies, donc à 100%. Alors, ce n'est pas le coût de l'implantation de la haie qui pose problème, c'est l'impact sur les résultats des cultures. Et c'est aussi l'entretien, bien sûr, puisque c'est ça le plus gros morceau. Il ne s'agit pas de planter et puis de laisser en friche, comme beaucoup de bois aujourd'hui privés qui ne sont plus entretenus. Et les riverains, c'est-à-dire nous, les agriculteurs, devons souvent en assumer l'entretien. Et puis, il y a le retour tout simplement à des zones non cultivées.
Alors ça aussi, ça peut poser question quand on sait que paradoxalement, en même temps, on refuse aux agriculteurs de dire bah, mettons des panneaux solaires au sol, par exemple, dans des terres qui n'ont plus le rapport nécessaire aujourd'hui, et puis bah, en dessous, on peut y mettre, pourquoi pas, des animaux pour entretenir et tondre en quelque sorte, hein, des moutons par exemple. Et ça, visiblement, par la profession, mais aussi par les politiques dans beaucoup de régions, ça n'est pas du tout accepté, puisqu'on a une réorientation des terres vers l'énergétique. Donc à un moment, nationalement en tout cas, il va falloir savoir ce qu'on veut vraiment. Et puis, le dernier volet, qui sont les 25% de conversion vers l'agriculture biologique. Alors ça, c'est sûrement un petit peu le plus gros morceau, quelque part, puisque aujourd'hui, on a un subventionnement qui s'arrête là dans quelques années pour ceux qui ont fait la conversion, hein, donc qui est quand même assez important, hein, qui représente souvent le revenu hein, de ces entreprises qui basculent vers l'agriculture biologique. Et on a aussi quelques exemples, et je vous invite à aller voir un article sur le site Agriculture et Environnement, de Gilles Rivière, donc qui est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années, un journaliste qui fait des articles très argumentés et qui vous donne l'exemple notamment de 3 pays dans le monde qui ont tenté l'expérience, parce qu'on va appeler ça d'expérience quelque part, d'interdire pour certains États en tout cas l'agriculture conventionnelle, les pesticides et les engrais, et de basculer complètement vers le 100% biologique. Donc 3 pays qui sont situés plutôt un au sud de l'Inde et les autres au nord de la Chine, donc à côté du Népal. Ces 3 pays avaient plus ou moins tout pour réussir, des terres plutôt vierges au niveau de l'agriculture intensive. Et donc beaucoup de pays, paradoxalement, qui prônent l'agriculture biologique, finalement, ont bien été voir comme un laboratoire ces pays pauvres, parce qu'en fait, il s'agit bien de pays pauvres, se lancer vraiment avec des reconnaissances au niveau de l'ONU, etc., par rapport à leur démarche, hein, noble, etc. Et donc on est 20 ans plus tard pour certains, d'autres ça fait une dizaine d'années, d'autres ça a mis que 5 ans. Et vous lirez l'article et vous constaterez l'échec cuisant de ces 3 stratégies qui finalement n'ont pas permis déjà d'une de nourrir les populations, de 2 n'ont pas du tout apporté l'indépendance et les résultats écologiques attendus, et de 3, il y a un retour en arrière qui s'est fait pour 2 pays sur les 3, puisque sinon c'était quasiment la guerre civile. Donc c'est quelque chose qui est important de se dire, c'est pas une démarche anodine, ça doit se faire calmement, posément, et peut-être revoir certains critères de l'agriculture biologique, puisque je le dis et je le répète, 100% des agriculteurs sont prêts à faire de l'agriculture biologique. Si c'est vraiment la piste d'avenir, il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord sur le principe. Il y a un écueil, c'est le désherbage, qui a des impacts très importants sur les sols, puisqu'à la place, on va faire du travail du sol. Même les notions de couverture permanente sont très compliquées à mettre en application, et pour l'instant, on manque d'outils, d'expérience, d'études et de travail de nos instituts pour nous amener de la sécurisation, puisque le rôle pour les agriculteurs, c'est quand même que ça fonctionne, qu'ils ne se retrouvent pas avec des entreprises qui ne fonctionnent pas. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, hein, c'est quand même très très limite au niveau économique dans beaucoup d'entreprises. Quand on compare les marges aujourd'hui entre les 2 stratégies, on ne voit pas forcément un gain aujourd'hui avec un travail supplémentaire, en tout cas différent. Voilà, donc il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc moi, j'y suis pas opposé, je suis juste inquiet des décrets, hein, des effets d'annonce, et de ce que ça va engager au niveau national pour la réorientation des aides, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. La future PAC va être gérée évidemment encore une fois par chaque État, et donc les incitations européennes risquent de se contredire, hein. L'exemple de la méthanisation, hein, agriculture biologique, méthanisation, on a un petit peu de mal de voir comment tout ça, ça peut fonctionner. Oui, le méthane, on peut le transformer en bio, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un méthane traditionnel, il peut être transformé en bio en étant stocké quelques mois, etc. Bref, donc on arrive un petit peu à tout mélanger. Il ne faudrait pas quand même que les consommateurs soient informés de ce genre de pratique, puisqu'on pourrait ne plus très bien comprendre vers où on va en fait, hein. Donc voilà, donc ces 3 axes importants dont les agriculteurs doivent être informés et surtout vigilants. Alors je ne vais pas les développer un par un, je vais en rester là, c'était juste de dire voilà, ces 3 axes-là, c'est quand même pas rien. Ah, donc je le répète, réduction de 50% des produits phytosanitaires avec une directive engrais qui va être travaillée sur 2022, qui elle va avoir des impacts très très importants. Énormément d'agriculteurs ne se doutent pas ce que ça va engendrer donc, dans les apports de fertilisants sur leurs terres. L'organique pourrait être une solution de remplacement, mais avec la pression qu'il y a actuellement sur l'organique qui devient introuvable et surtout extrêmement cher et qui rentre en concurrence, comme nous on l'avait annoncé déjà depuis longtemps, avec les méthaniseurs, puisqu'on préfère faire de l'énergie avec les matières organiques que de les vendre comme fertilisants, hein. Donc ça nous laisse présager quand même des, des périodes intéressantes. Voilà. Et pendant ce temps-là, et ça c'est la petite parenthèse de fin, les agriculteurs vont certainement commander tous leurs produits phytosanitaires en avance comme jamais ils l'ont fait, puisqu'on leur annonce des pénuries.
qu'en ce moment, les agriculteurs subissent des hausses de tarifs de 200%, 300% sur certains produits, comme les engrais par exemple, et donc ça aura des impacts énormes sur l'économique, c'est-à-dire les hausses des tarifs actuels des ventes de produits, donc qui correspondent enfin à des prix rémunérateurs, vont être quasiment absorbés par toutes ces hausses, qui si elles venaient à durer encore l'année prochaine, donc avec une nouvelle moisson et peut-être des prix qui redeviendraient à nouveau limites, hein, qui couvriraient des anciens coûts de production mais pas les nouveaux. Donc là on rentrerait dans une situation un peu compliquée, plus des nouvelles contraintes, puisque évidemment je ne l'ai pas complètement dit, mais les aides-PAC vont être orientées vers ces trois axes-là. Donc plus de contrôle, plus d'audits, donc des nouveaux frais, plus de personnes qui interviendront de manière théorique, puisque le stockage du carbone, on en a déjà parlé, mais ça voudrait dire que quelqu'un qui a déjà fait les efforts de stocker du carbone depuis 25 ans, par exemple, n'aura pas du tout les mêmes marges de progrès que quelqu'un qui va démarrer le stockage du carbone. Donc encore une fois, le monde agricole va être fractionné entre tout un tas de techniques et de façons de travailler et des historiques différents. Et ça, l'Europe ne l'a pas du tout pris en compte. Donc à voir si au niveau national, on sera capable de le faire. Donc voilà, donc un beau programme à venir et on va vous parler très prochainement avec Mathieu de toutes les contraintes réglementaires que subissent les agriculteurs et notamment celles prévues à partir de 2022 qui vont avoir quand même beaucoup d'impact sur la vie quotidienne de vos agriculteurs. Voilà les amis, à bientôt!